Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Au Conseil des ministres de ce mercredi 13 juillet, les membres du gouvernement réunis autour du président de la République, Alassane Ouattara, ont évoqué plusieurs sujets, notamment les filets sociaux productifs. Le Conseil annonce des prêts et des dons pour soutenir le projet au profit des ménages à faible revenu. À la veille de ce Conseil des ministres, le président Alassane Ouattara a reçu en audience l'ancien chef d'État béninois Thomas Yahi Boni. Il est le nouveau médiateur de la CEDEAO pour la Guinée. Avant d'entamer sa mission, il est venu échanger avec le président Ouattara sur les voies et moyens pour parvenir à une solution de la crise guinéenne. L'état-major général se prononce sur le cas des 49 militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet dernier à l'aéroport de Bamako, au Mali. Ces militaires, selon l'état-major général, sont issus des effectifs des armées ivoiriennes et les Nations Unies étaient bien informées de leur présence en terre malienne. Le gouvernement est solidaire des familles endeuillées et des blessés du fait des inondations causées par les pluies diluviennes dans la commune de Bingerville. La ministre Miss Belmondo Dogo s'est rendue sur place pour exprimer le soutien du gouvernement. Des dons leur ont été faits. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ce mercredi 13 juillet s'est tenu le traditionnel conseil des ministres au palais présidentiel. Les membres du gouvernement réunis autour du chef de l'État, Alassane Ouattara, ont évoqué plusieurs sujets d'intérêt national. La lutte contre la pauvreté s'accentue avec les filets sociaux productifs. Le conseil annonce des prêts et des dons pour soutenir le projet au profit des ménages à faible revenu, nous dit Jérôme Kofi Abolé. Son credo, ne jamais trahir la parole donnée. Vu qu'il en est ainsi, c'est comme prévu que le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi. Rencontre naturellement présidée par le président de la République Alassane Ouattara, avec à ses côtés le vice-président Thiemoko Melie Kone, le premier ministre Jérôme Patrick Achi, entouré des membres du gouvernement. Pour eux, chaque session est toujours une nouvelle occasion de trouver les voies et moyens afin de permettre aux populations d'avoir les meilleures conditions de vie. Pour en venir donc aux différentes mesures prises au cours de cette réunion, sachez qu'un projet de loi au titre du ministère de l'Économie et des Finances a été annoncé. Il est relatif aux infractions boursières sur le marché financier de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. En accord avec les États parties, ce dispositif vise à doter l'espace communautaire d'un cadre légal consensuel de répression des comportements délictueux sur le marché financier régional de l'UEMOA à travers l'édiction d'un ensemble de sanctions à la fois dissuasives et proportionnées à la gravité des infractions en vue de garantir aux investisseurs un marché transparent et intègre. À cet effet, ce projet de loi définit de façon précise les incriminations et les peines applicables et détermine clairement les interactions entre les juridictions répressives nationales et le Conseil régional de l'épargne publique des marchés financiers, l'organe spécialisé de l'UEMOA chargé de la protection de l'épargne publique sur le marché financier régional. Une autre décision, l'ordonnance prise dans le but d'apporter notamment des solutions à la question de la vie chère. Cette ordonnance s'inscrit dans le cadre des mesures initiées par le gouvernement en vue d'améliorer les performances des filières de production de céréales, de légumineuses et d'apporter une réponse durable à la problématique de la hausse des prix des produits de grande consommation. Cette ordonnance donc accorde à cet effet, en plus d'autres mesures d'incitation non fiscale, des avantages douaniers et fiscaux spécifiques aux opérateurs intervenant dans les secteurs de la production et de la transformation des céréales et légumineuses, notamment le riz, le maïs, le mil, le sorgho, le soja, sur la base de la création et du développement donc, de leurs activités. Ces mesures comprennent notamment l'exonération des droits de douane sur les équipements matériels importés, l'exonération donc, de TVA sur les acquisitions de matériel, de biens d'équipement et l'octroi de crédits d'impôt sur la durée de la convention. À retenir également les décrets
sur des accords de prêts et de dons pour soutenir les filets sociaux. Un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant total de 180 300 000 euros, soit 118 269 47 100 francs, conclu le 10 juin 2022 entre la République de Côte d'Ivoire et l'Association internationale de développement AID pour le financement du programme de renforcement du système des filets sociaux. Un deuxième décret portant, quant à lui, ratification de l'accord de don d'un montant global de 5 millions de dollars US, soit environ 3 146 782 800 francs CFA, conclu le 10 juin 2022 entre la République de Côte d'Ivoire et l'AID, l'Association internationale de développement, pour le financement du programme de renforcement du système des filets sociaux. Le financement à objet de ces deux accords permettra de soutenir le système national de filets sociaux afin de garantir une plus grande inclusion sociale des populations pauvres et vulnérables. Il permettra de façon plus spécifique d'améliorer les services des centres sociaux et d'assurer l'extension et la pérennisation du programme de transfert monétaire productif. Et pour boucler avec son point de divers, le Conseil a parlé, entre autres, du prix du coton fixé à 310 francs le kilogramme en ce qui concerne la campagne 2022-2023, de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et les anciens présidents Bédié et Gbagbo, ainsi que le déplacement du chef de l'État ivoirien le 20 juillet prochain en Afrique du Sud dans le cadre d'une visite officielle. Le prochain Conseil des ministres va se dérouler le 3 août 2022. Et à la veille de ce Conseil des ministres, le président Alassane Ouattara a reçu en audience l'ancien chef d'État béninois Thomas Yahi Boni. Il est le nouveau médiateur de la CEDEAO pour la Guinée. Eh bien, avant d'entamer sa mission, il est venu échanger avec le président ivoirien sur les voies et moyens de parvenir à une solution de la crise guinéenne. Awa Touré. L'ancien président du Bénin, Thomas Yahi Boni, désigné médiateur principal de la CEDEAO pour la Guinée, est venu échanger avec le président de la République Alassane Ouattara avant d'entamer les activités liées à ses nouvelles fonctions. L'occasion pour lui de recueillir les orientations, conseils et recommandations pour mener à bien sa mission. Je suis heureux d'accueillir le président Thomas Yahi Boni, l'ancien président de la République du Bénin, qui a été désigné par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO le 3 juillet dernier comme médiateur de la CEDEAO pour la Guinée. Et donc, le président Yahi Boni est un frère, un ami. Il a souhaité venir s'entretenir avec nous avant de commencer sa mission et je voudrais le remercier de cette barre d'attention et lui souhaiter bonne chance. Je lui ai dit que la Guinée est un pays voisin, ami. La Côte d'Ivoire, les Guinéens sont nos frères et nos sœurs et que je comptais sur lui pour nous amener à trouver une solution avec les autorités guinéennes dans l'intérêt du peuple de Guinée. Non, le président a tout dit. Chers amis, vous savez, nous sommes en Afrique. Je tenais à lui dire que les valeurs africaines, il faut que nous puissions, nous les jeunes, nous puissions les préserver. Et le président Alassane, vous, comme vous le savez très bien, par rapport à moi et par rapport à cette jeunesse africaine, par rapport à moi, depuis la BCAO, il a été gouverneur et tout ça, je l'ai suivi, porteur de valeurs, et il disait que compte tenu du rôle qu'il a joué et du rôle joué par les autres aussi, c'était nécessaire que je puisse passer le voir pour lui dire merci pour cette manque de confiance, le rôle qu'il a joué. Je pense que je ne pourrais pas aller à Conakry, mettre pied à Conakry sans venir le voir, compte tenu de tout ce qu'il a en train de faire, non seulement en Côte d'Ivoire, mais encore au niveau de la sous-région et du continent.
Donc il est pour nous une source d'inspiration. Le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, Thomas Yayi Boni, a par ailleurs salué les efforts fournis par le président Alassane Ouattara et ses homologues de la CEDEAO en faveur de la paix, la stabilité et la prospérité dans la sous-région ouest-africaine. Et la Côte d'Ivoire est solidaire du Japon. Le Premier ministre ivoirien Patrick Kachi a présenté aujourd'hui même les condoléances du gouvernement à l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire suite au décès de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Au nom de la Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement ivoirien a exprimé sa compassion au peuple japonais en signant le livre de condoléances. Il avait à ses côtés le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, ainsi que celui de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. Rappelons qu'en 2014, dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Japon et Shinzo Abe, alors Premier ministre, avait effectué une visite officielle de 48 heures dans notre pays. Shinzo Abe a succombé, je rappelle, des suites d'une attaque par balle le 8 juillet dernier alors qu'il animait un meeting à Nara au Japon. Il était âgé de 67 ans. La conférence des soutiens à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville s'est achevée hier à Paris. Les donateurs internationaux se sont engagés à apporter leur contribution matérielle, technique et financière. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara, a conduit la délégation ivoirienne à cette rencontre. On fait le point avec notre envoyé spécial à Paris, Michel Digri. Dès l'entame de cette conférence des donateurs, c'est la secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie qui donne les enjeux de la rencontre. Nous avons déjà investi 24 millions d'euros environ, mais nous avons besoin de vous tous. Le budget total est de 60 millions d'euros. Des infrastructures qui restent à construire nécessitent encore de nouveaux financements. À quoi serviront les dons qui seront collectés? La première d'entre elles, c'est une base maritime pour le contre-terrorisme avec un bateau qui sera positionné dans la lagune et qui permettra de travailler les assauts à la mer. Deuxième projet majeur à réaliser dans les prochaines années, également une carlingue d'avions sur laquelle les unités spécialisées viendront s'entraîner pour des assauts sur des prises d'otages dans des aéronefs. La troisième, c'est un champ de tir de très longue distance, de plus de 1000 mètres de profondeur, qui nécessite des travaux de génie civil très importants et qui permettront de pouvoir travailler à l'ensemble des armes et des munitions utiles pour la lutte antiterroriste. Enfin, quatrième infrastructure majeure, la création d'une piste d'aviation de 1500 mètres de long qui permettra de s'entraîner au posé d'assaut, c'est-à-dire à la mise en place extrêmement rapide d'unités spécialisées sur une zone d'intervention. Dans la salle comme en visioconférence, les donateurs affichent leur bonne volonté. Je suis heureuse d'annoncer que l'Union européenne va proposer à ses États membres de consacrer 10 millions d'euros à l'AILCT. Le directeur général de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme fait le bilan de cette conférence des donateurs. Les pays partenaires tels que le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et l'Australie ont réitéré leur engagement à apporter un soutien financier à l'AILCT pour lui permettre de réaliser ses objectifs de formation. D'autres pays, à l'instar des Émirats arabes unis, de l'Égypte, ont manifesté un grand intérêt pour l'Académie et l'État souhaitait qu'ils apportent également leur contribution financière et technique. Des organisations internationales telles que l'Union européenne et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont annoncé leur future contribution à l'Académie pour non seulement aider à consolider les formations, mais aussi permettre d'accroître ses capacités d'accueil, de soutien et d'entraînement. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, la lutte contre le terrorisme doit s'intensifier au regard de la menace permanente. Vous conviendrez avec moi qu'une victime du terrorisme est une victime de trop pour notre conscience collective. Nous sommes tous des potentielles victimes, car personne n'est à l'abri des criminels et terroristes. Ce sont donc nos pays
nos modes de vie, nos valeurs et nos populations qui sont quotidiennement exposées. C'est pourquoi nous devons être en première ligne pour lutter contre le terrorisme et offrir aux futures générations un monde d'espérance et de paix. Appelé à devenir un centre d'expertise international au cœur du continent africain, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme continue sa montée en puissance pour proposer des réponses multidimensionnelles et évolutives face aux différents défis soulevés par le terrorisme en Afrique. Voilà, et c'était Michel Digré depuis Paris, en France. Justement, après cette conférence des donateurs à Paris, le ministre ivoirien de la Défense, Tené Birahima Ouattara, a assisté à une présentation de l'état d'avancement du projet Defense, financé par l'Union européenne. Ce projet, selon la structure qui la pilote, avance bien et a pour objectif de contribuer à la paix et à la stabilité dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres de renforcer la protection des populations installées dans la zone opérationnelle. Et toujours au chapitre défense de ce 20h, ici en Côte d'Ivoire, l'état-major général se prononce sur le cas des 49 militaires ivoiriens arrêtés le dimanche 10 juillet dernier à l'aéroport de Bamako au Mali. Ces militaires, selon l'état-major général, sont issus des effectifs des armées ivoiriennes et les Nations Unies étaient bien informés de leur présence en terre malienne. Abou Sanogo. L'état-major général des armées se prononce sur un commentaire d'une correspondante du RFI à New York qui affirmait que les 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali ne sont pas de la MINUSMA. Nous retenons que le porte-parole de la MINUSMA, M. Salgado, basé à Bamako, a déjà affirmé connaître l'existence de ce détachement de soutien national ivoirien basé à Bamako. Quant à dire qui ne sont pas enregistrés dans les fichiers de la MINUSMA, je voudrais indiquer que les éléments arrêtés l'ont été à l'aéroport dès leur arrivée et n'ont eu le temps d'accomplir aucune formalité administrative. Par contre, il est important de relever à cet effet que tous leurs prédécesseurs ont toujours bénéficié de badges de l'ONU qui attestent de leur présence officielle et des décorations de l'ONU au terme de leur mission. Cela signifie clairement que ce détachement de soutien national existe régulièrement. Notre présence sur la base de Sahelian Aviation Service, c'est-à-dire SAS, est fondée sur l'existence d'un contrat de service partagé. Nous profitons d'une base logistique opérée par la société SAS pour installer notre élément de soutien national aux côtés de plusieurs autres, à savoir Allemagne, Autriche, Belgique, Suède, Pakistan, etc. Il s'agit de disposer d'une base logistique au profit de nos personnels déployés au compte de la MINUSMA. Tous nos équipements en direction de nos détachements de Tombouctou et de Mopti, ou devant être reversés à Abidjan pour maintien en condition, tous nos milliers de personnels déployés au Mali dans le cadre de la MINUSMA transitent par cette base. Les opérateurs privés qui interviennent sur nos équipements transitent également par cette base. En retour, nous contribuons à sa sécurité. Et tout cela en vertu d'un MOU signé avec l'ONU et d'un contrat de prestation de services avec la société SAS dans les limites fixées par l'ONU. Pourquoi les éléments sont déployés avec leurs armements? Le MOU signé avec l'ONU nous autorise à détenir des armes pour nous protéger et protéger les installations qui nous abritent. Les détachements sont donc engagés avec leur armement. Et je vous rappelle qu'il s'agit quand même de terrorisme au Mali. C'est ainsi qu'il a été indiqué dans le communiqué du Conseil national de sécurité que le transport de ces matériels a été effectué conformément à la réglementation, à savoir un avion pour le personnel et un autre pour les armements et munitions conditionnés dans les caisses. Ils n'ont donc pas débarqué avec des armes en main et habillés en uniforme, ils n'ont nullement caché leur identité.
Notons que depuis la survenance de l'événement, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, est en contact avec son homologue malien et toutes les certifications ont été produites quant à la régularité de cette opération. À l'Assemblée nationale, notez qu'ils ont pour mission de renforcer les liens entre l'Assemblée nationale et les parlements des autres pays amis. Eh bien, ce sont les groupes d'amitié parlementaire de l'Assemblée nationale qui ont reçu ce jour le parchemin qui leur donne ainsi droit à mieux exercer leur mission. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a réaffirmé son engagement à renforcer la diplomatie parlementaire. Lors de cette rencontre, nous explique Konaté Moussa. Les groupes d'amitié parlementaire de l'Assemblée nationale reçoivent leur parchemin. Ils sont investis de la mission de renforcement des liens de coopération avec les autres parlements des pays amis. Excellence, Monsieur le Président, nous vous garantissons de notre engagement sans réserve à œuvrer dans la cohésion en vue de garantir un meilleur fonctionnement des groupes d'amitié de sorte à atteindre les objectifs que vous nous avez assignés. Tisser et renforcer des liens avec les institutions législatives des pays frères et amis ne peut qu'être une source positive d'échanges sur le plan législatif, ce qui résultera, à n'en point douter, à une consolidation accrue des relations fraternelles entre nos pays respectifs et apportera, sans aucun doute, une valeur ajoutée mutuellement significative. Ils sont au nombre de 49. Ces groupes d'amitié parlementaires sont placés sous la conduite de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. Les groupes d'amitié parlementaire permettront donc de tisser un réseau de relations qui fera du parlementarisme un véritable vecteur de développement. Pour le président Adama Bictogo, il s'agit de repositionner l'Assemblée nationale sur l'échiquier parlementaire international. L'engagement de notre Assemblée à œuvrer au renforcement de la coopération interparlementaire vise, comme vous le savez, à maintenir dans les meilleurs standards les relations entre la Côte d'Ivoire et vos pays respectifs dans plusieurs domaines d'activité. Je renouvelle ma gratitude et ma sincère reconnaissance à votre endroit pour les actions d'accompagnement à venir que vous voudrez mener dans le cadre de notre important partenariat. La mise en place des groupes d'amitié parlementaire s'inscrit dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire initié par l'Assemblée nationale. Et toujours à propos de l'Assemblée nationale, ce communiqué qui vient de nous parvenir, la Commission électorale indépendante porte à la connaissance de la communauté nationale que les candidatures aux élections des députés devront se tenir le 3 septembre 2022 dans les circonscriptions électorales de Bodokro, Lolobo et Nguessankro, communes et sous-préfectures, Marabagassa, sous-préfecture, Nyambangui, Miyagi et Upuyo, communes et sous-préfectures, Bobi Dirabana, communes et sous-préfecture, Séguéla, sous-préfecture seront reçus dans la période du 14 au 29 juillet 2022 inclus selon les dispositions prévues aux articles 70 à 80 du Code électoral. Et les dossiers sont reçus au siège de la Commission électorale indépendante assise à Abidjan du lundi donc au dimanche de 8h à 17h. Ce communiqué est signé du président et du secrétaire permanent Kwame Adjumani Pierre. La commission électorale indépendante toujours porte à la connaissance de la communauté nationale que les candidatures à l'élection sénatoriale partielle de la circonscription électorale du Haut-Sassandra devant se terminer le 3 septembre 2022 seront reçues dans la période du 14 au 29 juillet 2022 inclus selon les prescriptions et des articles 112, 113, 114, 115, 116, 118 et 119 du Code électoral. Les dossiers sont reçus au siège de la Commission électorale indépendante, communiqué signé du secrétaire permanent Kwame Adjumani Pierre. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, a célébré la journée africaine de lutte contre la corruption. Le thème portait sur la gestion des fonds Covid-19 et leçons apprises en matière de transparence et d'intégrité. La célébration officielle a eu lieu cette journée même à la primature en présence du Premier ministre et de nombreux ministres, des ministres qui ont par ailleurs saisi l'occasion pour dévoiler leur stratégie afin de faire reculer ce fléau dans les départements respectifs. Les précisions avec Dangui Dangui. La question de la corruption n'est plus un tabou en Côte d'Ivoire, a fait observer un ambassadeur à la cérémonie officielle de la journée africaine de lutte contre la corruption ce 11 juillet à la primature en présence de nombreux membres du gouvernement, tous engagés sur ce front.
Dans le domaine de l'immobilier, un secteur exposé au risque de corruption, par exemple, le ministère multiplie les réformes pour contrer le phénomène. Après l'accélération, après la communication, la troisième couche que nous mettons, c'est la couche dématérialisation. Donc là, faire en sorte que l'intervention humaine soit minimisée dans tous les traitements de la chaîne foncière. Autre département, même combat. Au ministère de l'économie et des finances, le cap est mis sur la tolérance zéro pour la corruption. La matière sur laquelle nous travaillons, ce sont les ressources financières. Donc dès lors qu'il y a un relâchement, en tout cas en termes de vigilance, ça peut donner lieu à des pratiques que nous condamnons. Mais je puis vous assurer qu'en tout cas au niveau de nos services, c'est une priorité, cette question de lutte contre la corruption. La volonté politique pour faire face à la corruption est sans équivoque, selon le porte-parole du gouvernement, qui en veut pour preuve l'inauguration d'une nouvelle arme contre ce phénomène, à savoir Spacia, un système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées. Ensemble, luttons contre la corruption afin de permettre au pays de faire un bond encore plus prodigieux que celui que le chef de l'État nous a fait faire sur la route du développement. Selon un rapport cité par le Premier ministre, l'Afrique paie chaque année près de 90 milliards de dollars en raison de la fuite illicite de capitaux, ce qui équivaut à 3,7% du PIB du continent. Et nous recevons à présent une légende dans ce 20h. Il s'agit d'Alpha Blondy, la star du reggae ivoirien, qui n'avait pas donné signe de vie. En tout cas, en studio et depuis la sortie de Human Race en 2018, il vient de dévoiler Eternity. Et c'est son 19e album, justement, un album qui marque aussi 40 années de bons et loyaux services du Rastaman aux côtés de la musique engagée du reggae. Eternity, c'est un album pour l'humanité. En effet. Je m'adresse à l'humanité dans sa globalité, parce que nous sommes tous une tranche d'éternité. Donc je voulais, dans ce 19e album, rendre cet hommage et leur faire ce cadeau. Et toujours aussi engagé, Alpha Blondy. Bon, engagé, je crois que je vis dans un monde... Vous ne faites pas la langue de bois, vous n'avez pas... La langue de bois, non. Je pense que... Vous êtes vrai. Nous vivons dans un monde où nous sommes tous interconnectés. Donc, quelque part, en parler ne fait que du bien, comprenons, à la communauté à laquelle on appartient, à cette communauté mondiale, okay? Cette communauté humaine. Voilà pourquoi, dans Eternity, j'invite à la paix, à l'amour, à l'espoir, ok? Parce que nous sommes les enfants de ce Dieu d'amour. Okay? Donc, notre ADN, c'est prêcher la paix, prêcher l'amour, prêcher, tu comprends, la bonne entente entre nous. Toucher à la jeunesse également bien dans sûr. Cet album. Parce que c'est très important pour vous, la jeunesse africaine. La jeunesse africaine et la jeunesse mondiale. La jeunesse africaine, singulièrement, il y a une chanson qui s'appelle « Immigrés ». Ceux qui, par désespoir, vont se noyer par grappes dans la Méditerranée. Ils vont se jeter dans l'océan. Voilà, ça, j'interpelle nos gouvernants. Je dis que ça, c'est leur faute. Ils n'ont pas su créer les conditions pour retenir les jeunes. Donc, la transformation de nos matières premières. On ne peut pas être les plus riches en matières premières et être les plus pauvres. Et vous, Alpha, vous retenez les jeunes. Vous êtes, c'est vrai, 40 années de carrière, ce n'est pas 40 jours. Vous êtes aussi populaire malgré toutes ces années et les jeunes viennent toujours à vous. On dit Dieu merci. On dit Dieu merci. J'ai dit aux jeunes, les gouvernants ne peuvent pas tout faire pour toi. Lève-toi, fais ce que tu sais faire. Il n'y a pas de petit métier, il n'y a pas de saut métier. Si tu dois vendre, je ne sais pas quoi, un balai, vends un balai. Peut-être qu'après, tu auras un magasin de balais. Si tu dois vendre des beaux photos, vends tes beaux photos. Peut-être qu'un jour, tu comprends, tu auras une petite usine de production de beaux photos. Voilà. Il faut pas attendre que les autres viennent. Ça aussi, c'est valable pour le continent africain. La politique de la main tendue, ça suffit. Il faut que l'Afrique arrive à s'en sortir, coûte que coûte. Vous décriez la guerre, notamment la guerre en Ukraine, et vous dites que l'Afrique devait, saisir cette opportunité. Comment on saisit cette opportunité? Alors, je vais vous l'expliquer, Marie-Laure. Oui. J'ai dit dans Pompier Pyromane, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies sont les 5 marchands d'armes.
OK? Après la Deuxième Guerre mondiale, les humains se sont dotés de cette organisation pour éviter qu'il y ait encore cette sauvagerie, cette boucherie humaine. Mais malheureusement, c'est eux, toujours eux. Les guerres par-ci, les guerres par-là. J'ai dit qu'ils ont trahi leur ADN. Et puis j'ai dit, les Nations Unies ne sont plus crédibles. Et donc, nous, comment on saisit cette opportunité de cette crise Cette opportunité ukrainienne? déjà est que les Africains, qu'ils arrêtent d'attendre. Je leur ai demandé de faire une armée africaine, l'Union africaine. Ce n'est pas à la France de défendre la souveraineté du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Bénin et j'en passe. Et vous nous donnez rendez-vous le 15 juillet prochain Le 15 juillet, au Palais de la Culture de Treichville. Je profite pour inviter tous les Baramogo, OK, qui ont 40 ans Et Baramogo, ça signifie pour ceux qui nous regardent. les gens de la famille. Yes. Et inviter tous les diplomates qui viennent. Et je profite, Marie-Laure, pour te donner, aller dans ton sens. Je demande aux autorités ivoiriennes, aux autorités maliennes, de mettre bas la terre, OK, et de se parler honnêtement. Parce que ceux qui sont les diviseurs de l'Afrique, les exploiteurs de l'Afrique, vont exploiter, OK, à d'autres fins, cette petite mésentente. Je les invite à l'écoute, à s'écouter. Éternité. Un album pour l'éternité. Exactement. Et un concert live dénommé Live Experience. Ça va déchirer. Ça va déchirer au Palais de la Culture de Treichville. Non. On rappelle? Non, c'est au Palais des Congrès. Palais des Congrès. Voilà, ça fait 26 ans que je n'ai pas joué là-bas. Alors venez nombreux pour qu'on fasse la fête. Donc on va répéter. Voilà pourquoi j'invite mes frères maliens et tout ça là. Tout le ho-ho-ho là. Toute Mon l'Afrique. grand frère Hassan Ouattara va trouver une solution. Lui, son gouvernement, ils vont appeler Assimi Goïta, ils vont trouver une solution. OK? Et il y a aussi les autres leaders. Bien sûr, l'Afrique n'a pas le temps à perdre. Merci beaucoup. Merci. Au Palais des Congrès, Sofitel Hôtel Ivoire. Eh, venez les gars, venez. Ça peut comme vous voulez, mais il faut que ça fracasse. Avec Alpha Blondy, 40 années de carrière. Merci, Marie-Laure. Eternity, album pour l'éternité, album donc pour l'humanité. Merci d'avoir été avec nous. Merci Marie-Laure, merci. Et vous restez pour le moment avec nous. On va voir ensemble cette rencontre qui porte sur l'immatriculation des entreprises et la dématérialisation des permis d'affaires. Il s'agit donc d'informer, de sensibiliser les parties prenantes sur le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation. Le reportage de Constant Kokora est commenté pour vous par Jean Lebambo. Tout comme le PC7, projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique dont ils émanent, les deux sous-projets, objet de cet atelier de lancement, devant l'ensemble des parties prenantes, veulent apporter leur contribution à l'amélioration du climat des affaires. La généralisation de l'identifiant unique d'immatriculation des entreprises à l'intérieur du pays, ainsi que la rationalisation et la dématérialisation des licences de permis d'affaires sont en effet des réformes attendues par les acteurs du secteur privé. L'enjeu de la généralisation de l'identifiant unique, c'est que déjà qu'on sache qui est où. Mais que aussi, nous voulons faire un développement équilibré. Voyez-vous, on ne souhaite pas que toutes les activités économiques soient à Abidjan ou dans le Grand Abidjan. Nous voulons transformer nos produits, mais la meilleure transformation que vous pouvez faire des matières premières, c'est sur site, c'est-à-dire le plus proche possible de la zone de production. Et ces zones de production sont un peu partout dans le pays. Une étape de plus dans le processus de transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Les entités bénéficiaires du projet, à savoir les petits exploitants agricoles, les organisations professionnelles agricoles ou encore les institutions de microfinance se feront désormais enregistrer via un portail web unique afin de se voir délivrer leurs différents agréments. Ce projet qui permet d'aligner les opérateurs économiques qui sont à l'intérieur du pays avec un identifiant unique au même niveau que ceux qui sont créés à Abidjan pour avoir un identifiant unique qui leur permet d'interagir maintenant avec les administrations comme celle d'Abidjan. Les filières concernées sont l'EVA, l'ananas, le palmier à huile, la mangue, le karité et le plastique. Et la République ne les oublie pas. Le gouvernement est solidaire des familles endeuillées et des blessés du fait des inondations causées par les pluies diluviennes dans la commune de Bingerville. La ministre Miss Belmond Dogo s'est rendue sur place pour exprimer le soutien du gouvernement. Des dons en vivres et non-vivres estimés à 65 millions de francs CFA ont été faits à ces victimes. C'est pas comme Didi Jean Magagi. La ministre Miss Belmond Dogo réconforte le couple Ungoran,
Cette famille qui a perdu ses 4 enfants dans les inondations causées par les pluies diluviennes survenues à Bingéville dans la nuit du 20 au 21 juin. Tout comme la famille Ungoran, l'imam Dante Issouf de la mosquée du quartier sans loi de Bingéville a aussi perdu son fils dans les mêmes conditions et il reçoit le soutien du gouvernement. À l'instar de ces pertes humaines, de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Le gouvernement apporte donc assistance à ces sinistrés. Je tenais vraiment la famille à dire merci à Madame le ministre, à toute sa délégation et au député maire aussi, et au président son excellence Alassane Ouattara. Alhamdulillah, depuis que l'événement s'est passé, tout de suite on a vu le gouvernement de nos côtés. La ministre de la Solidarité vient nous visiter avec des soutiens encore. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Sacs de riz, pâtes alimentaires, vêtements, matelas, bidons d'huile, des dons en vivres et non-vivres que le gouvernement offre à tous ses victimes. Merci à son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara qui a bien voulu accorder une oreille attentive et être sensible aux dégâts que la ville de Bingéville a connus. La ministre Miss Belmondo Dogo a trouvé les mots justes pour traduire la compassion du Président de la République Alassane Ouattara. En saison de pluie, on vous demande de quitter ces endroits-là. Parce que nous, quand nous partions en Goran, devant nous, il y a eu un éboulement. Donc ce sont des zones à risque. Et ça, c'est pour vous-même. Parce que toutefois qu'il y a un ménage ou un Ivoirien qui meurt, le président de la République en prend un coup. L'on enregistre au total 65 millions de francs CFA distribués par l'État de Côte d'Ivoire, 50 millions de francs CFA en vivres et non-vivres et 15 millions de francs CFA en frais numéraires au profit des familles endeuillées. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, était dans les centres de bouturage de Téné et Sangoué qui font partie du centre de gestion de Gagnoa. Ce centre est pour la Société de développement des forêts un outil de production de plants et de bouturage servant à la politique de reboisement, nous dit Franck Quadio. La forêt classée de la Téné, plus de 29 000 hectares et un centre expérimental, celui servant au bouturage de plusieurs essences, s'imprégner du travail réalisé par les experts de la Société du développement des forêts Sodifort et leur impact sur son programme de reboisement par objectif, c'est le sens de la visite du ministre Laurent Tchagba. Plusieurs compartiments sont explorés, les difficultés des agents aussi prises en compte, la même démarche répétée dans la forêt classée de Sagoué. Les 2 espaces font partie du centre de gestion forestière de Gagnoa. Pour nous aujourd'hui, c'était justement de venir lui présenter les acquis de la Sodifort en la matière, qu'il s'agisse du bouturage ou alors qu'il s'agisse de la mobilisation des semences. Et également rassurer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous avons la possibilité de répondre à toutes les demandes en matière de disponibilité des plans pour accompagner n'importe quel programme. Une visite pleine d'enseignements selon Laurent Tchagba. Il y a le reboisement en milieu rural, le reboisement en forêt classée, et puis il y a le reboisement compensatoire. Mais tout ça là, si tu n'as pas les plans, tu ne peux pas mettre ça en terre pour que ça grandisse. Donc il est bon en tant que ministre de venir voir là où on produit les plants pour que le programme de reboisement par objectif, qui est la vision du ministère, puisse véritablement réussir et nous permettre d'atteindre les objectifs de 2030. Après les forêts classées de la Téné et Sagoué, le ministre Laurent Tchagba visitera d'autres entités stratégiques de son département. L'objectif est affiché, atteindre 6 millions d'hectares de forêt d'ici à 2030. Et place à présent au point de la situation sanitaire dominée par le coronavirus dans notre pays. Ce mercredi 13 juillet, on dénombre dans notre pays, la Côte d'Ivoire, 83 nouveaux cas de Covid-19 sur 1203 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 23 nouvelles guérisons et 0 décès. À la date du 13 juillet 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 84 248 cas confirmés, dont 83 241 personnes guéries, 806 décès au total et 201 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Soyons vigilants, prudents en ce temps de coronavirus et ces temps pluvieux. Très belle soirée à vous. À demain 20h.